Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux un dimanche matin, tôt. Et j'ai donc le privilège d'introduire cette première conférence de la journée qui sera très riche. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, la plénière de clôture sera présidée par le Premier ministre qui nous fait l'honneur de venir cette année. Donc je voulais vous dire deux petits mots simplement pour introduire le CRIF, pour ceux qui ne... Je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais peut-être 2-3 personnes ne le savent pas. Donc le CRIF est une fédération de 73 associations nationales, elles-mêmes représentant de très nombreux membres de la communauté de France. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être adhérent à titre personnel au CRIF, seules les associations peuvent l'être. Le CRIF a une structure démocratique, ce qui ne vous étonnera pas. Chaque association est représentée à l'Assemblée générale en fonction de sa taille. Cette Assemblée générale qui élit le président du CRIF tous les 3 ans et qui elle-même élit les membres du comité directeur. Nous avons 13 délégations en province et nos missions principales sont bien sûr la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et plus généralement les droits de l'homme, la mémoire de la Shoah et bien sûr la défense d'Israël. Chaque mois, nous proposons dans le cadre des Amis du CRIF une conférence qui est habituellement passionnante. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas les Amis du CRIF, je vous invite à l'accueil, vous trouverez toutes les informations pour pouvoir y venir. C'est au Grand Hôtel à Paris et c'est toujours très très intéressant. Et n'oubliez pas également le site du CRIF, www.crif.org. Et si vous n'êtes pas inscrit pour recevoir la newsletter, ce qui m'étonnerait, mais ça peut arriver, si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à vous inscrire pour recevoir la newsletter. Vous pouvez aussi, bien sûr, obtenir toutes les informations nécessaires sur le site et sur Facebook. Voilà, en quelques mots, qu'est-ce que le CRIF qui vous accueille aujourd'hui avec grand plaisir. Et je vais laisser tout de suite la parole à Judith Cohen-Solal qui va introduire le débat. Voilà, merci beaucoup. Merci, bonjour, bienvenue à tous. Alors, il y a un autre intervenant qui va nous rejoindre, simplement il est perdu dans le Palais des Congrès. Donc Alexandre Arcadi. Non mais parce qu'en fait... Je ne sais pas, il s'est trouvé dans un endroit où on l'avait envoyé et puis finalement il était bloqué. Alors donc là, on s'en occupe. Simplement, on va quand même commencer. Voilà, donc cette table ronde qui parle d'identité juive avec un S, vous l'aurez remarqué, avait à cœur de recevoir justement... Voilà, tout à fait. Bonjour Alexandre. Je leur ai dit. Bonjour tout le monde, pardon. Bonjour. Mais on vient à peine de débaucher le début. Donc je vous disais que l'identité juive est avec un S parce que nous avions le désir d'entendre des parcours différents d'identité juive, étant donné qu'il est très compliqué de définir cette question de l'identité juive. C'est une identité plurielle. Et qui est juif ? Ça retrouve cette question que tous les juifs se posent régulièrement. Évidemment, il y a de nombreuses réponses. Je ne vous les donnerai pas tous. Alors, ceux qui a la force de se poser encore la question, celui qui a des petits-enfants juifs, disait Manitou. Il ne suffit pas de naître juif, encore faut-il le devenir, disait de Montflègue. Bref, en tout cas, les citations sont nombreuses et disant qu'il y a autant de juifs que de manières d'être juifs. Et l'identité des juifs au cours des siècles est elle aussi multiple et sans cesse en dialogue avec des dénominateurs communs qui se tricotent d'une manière ou d'une autre. La transmission, peuple, la religion, le texte, les cultures, l'histoire, la nationalité. Oui, puisque en Israël, on est de nationalité juive. Donc, ça va aussi jusque-là. Et donc, les 3 parcours de nos intervenants ont cela de particulier et de commun.
d'avoir une inscription dans la cité, dans leur pays, la France, et de s'ancrer dans leur identité juive, qui se présente à travers leurs implications, leurs recherches, leurs créations, cinéma, chansons, art. Nous allons les rencontrer. Ils ont le talent de nous raconter notre histoire, celle des Juifs français, des Juifs de France. Bref, nous allons les entendre. Eh bien, nous sommes dimanche matin et juste avant de leur donner la parole, je vais donner la parole à quelqu'un qui n'est plus là et qui aurait pu être avec nous à cette table. Je voudrais rendre hommage à Josie Eisenberg, le grand rabbin Josie Eisenberg, qui est bien par excellence quelqu'un qui nous a donné beaucoup de questions, on va dire, sur l'identité juive, à partir de son identité juive affirmée, étayée et ouverte sur le monde. Et bien sûr, le président du CRIF lui fera un hommage tout à l'heure. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, bien j'ai retrouvé une petite vidéo qui est faite par une dame qui s'appelle Esti Gerber. Peut-être quelqu'un parmi vous, des gens la connaissent. Et c'est une juive israélienne qui vit en France, qui se définit comme pas pratiquante, mais avec une identité juive qui lui colle à la peau. Et alors, elle a pris une caméra et elle va interviewer de nombreuses personnalités et elle leur demande de dire en 2 minutes qu'est-ce que c'est pour eux être juif. Alors, je vais simplement vous lire, c'est très court, ce qu'a répondu Josie Eisenberg à c'est quoi être juif. C'est quoi être juif ? C'est appartenir à un peuple qui a un destin singulier et c'est schématiquement être membre du peuple élu. Alors, peuple élu, c'est un concept qui n'est pas extrêmement simple à comprendre ni à expliquer. Je cite souvent cette phrase de Tristan Bernard qui disait « peuple élu, un peu en ballottage quand même ». Et donc, c'est quand même le sentiment d'appartenir à un monde singulier dans lequel le quotidien et l'histoire sont intimement imbriqués avec le métaphysique. Le peuple élu, qui est un concept qui est souvent mal interprété et considéré par les non-juifs quelquefois comme l'expression d'une prétendue supériorité, ce qui n'est absolument pas le cas. Je ne me sens pas supérieur aux non-juifs, je me sens simplement plus heureux d'être juif. André Neher a écrit un livre qui s'appelle « Le dur bonheur d'être juif ». Être juif, c'est souvent un dur bonheur. Et je pense quelquefois, avec émotion, mes grands-parents sont morts à Auschwitz, je pense qu'il y a dû avoir des moments où les juifs, en entrant dans les chambres à gaz par exemple, maudissaient ce dur bonheur d'être juif. Il n'en reste pas moins que quels que soient les avatars de l'histoire, je considère qu'avoir la tradition que nous avons, le patrimoine que nous avons, et je dirais d'une certaine manière la double culture que nous avons nécessairement, fait de nous des êtres complexes, quelquefois déchirés, mais en tout cas d'une richesse incomparable. Je pense qu'il y a un proverbe yiddish, excusez ma prononciation, Ich werd sein Yid, qui veut dire c'est difficile d'être juif, mais je pense que c'est très intéressant de l'être. Voilà, merci à Josie Eisenberg de cette une des nombreuses choses qu'il nous a laissées. Voilà, alors je vais commencer par vous présenter Frédéric Zetoun. Juste une petite chose à propos de Tristan Bernard qui est aussi une qualité de notre peuple, c'est cet humour extraordinaire. Quand il était à Drancy, on lui a demandé « Maître, qu'est-ce que vous souhaitez avoir pour adoucir vos journées ?» Et il a répondu « Un cache-nez ». Merci. Alors Frédéric, qui aura peut-être des choses à vous raconter aussi sur Josie Eisenberg, ça c'est sympathique comme idée. Un petit défi pour chacun. Alors, je vais dire quelques mots aussi sur leur parcours, puisque comme il s'agit d'identité juive, alors voilà, il est né à Tunis, il est venu en France à l'âge de 8 jours. C'est un parolier, auteur, chroniqueur et chanteur. Il intervient dans les émissions de France 2, Télématin, c'est au programme. C'est un merveilleux journaliste qui nous fait rencontrer tous les matins aussi. Décidément, c'est les émissions du matin aujourd'hui. Beaucoup de... Il semblerait que l'avenir soit aux gens qui se lèvent tôt. Donc on est là pour le prouver. Voilà. Et après avoir fait du droit longuement, eh bien, il s'est consacré justement à l'écriture. Il a écrit des paroles pour Enrico Macias, Carlos, Michel Thor, notamment Louis Bertignac. Il a travaillé ensuite avec Jacques Martin. Et puis, depuis 2012, eh bien, il est monté sur scène. Quelque chose dont on lui avait dit que ça ne serait jamais possible, puisque, vous comprenez, monsieur
Là, on peut pas vous mettre à l'antenne, à l'image, on peut pas vous mettre sur scène. Et puis, il l'a fait parce qu'il fait énormément de choses avec beaucoup de courage et de talent. Donc, il a eu un spectacle qui s'appelait Toutes les chansons ont une histoire, puisqu'il a écrit aussi 3 ouvrages consacrés à l'histoire des chansons. Et puis ensuite, il a commis un spectacle qui est resté 4 ans à l'affiche et qui s'appelle L'histoire enchantée du petit juif à roulettes. Alors peut-être que certains parmi vous l'ont vu. Malheureusement, vous ne pouvez plus le voir parce que maintenant, il y a un nouveau spectacle qui s'appelle L'Enchanteur. Enchanteur. Alors c'est ça, et que je vous conseille d'aller voir. C'est le dimanche, alors pas matin, mais c'est le dimanche à 18h à l'Alhambra, tous les dimanches. Et ça commence par une chanson qui essaie de nous guérir du blues du dimanche soir. Voilà. Eh bien, je vais laisser la parole à Frédéric en lui posant la question sur cette idée. Est-ce que être un juif un peu de service, le mêler à son métier, à sa créativité, est-ce que c'est un sujet ? Et juif de service, on le devient malgré soi. C'est pas du tout quelque chose qu'on décide. Il y a forcément un moment où on devient, oui, effectivement, dans une entreprise, le juif de service. Et après, il faut voir ce qu'on en fait de cette... Est-ce qu'on reste dans les cordes et on accepte ça, ou est-ce qu'on en fait autre chose ? Moi, l'identité juive, pendant longtemps, je l'avoue totalement, simplement, c'était pas quelque chose de très important. Plus j'ai avancé dans la vie, plus je me suis aperçu que c'était très important de revendiquer ce qu'on était, et notamment dans ce qui me sert à m'exprimer, dans les chansons, dans l'écriture. Je pense qu'on ne peut pas rencontrer un public si on ne se rencontre pas soi-même, et plus j'ai justement affirmé mes origines, d'où je venais et qui j'étais, et plus j'ai eu l'impression que le public venait. Donc voilà, c'est simplement un chemin de vérité, un chemin de retrouvailles. Donc il y a plutôt des juifs qui vont voir le petit juif à roulettes ? Alors, le petit juif à roulettes, qui était tout sauf un spectacle communautaire, on a eu beaucoup de critiques qui ne sont pas venues à cause de ça. On a eu beaucoup de journalistes qui pensaient venir assister à quelque chose de strictement communautaire. Ça parlait de la vie, ce spectacle parlait de la vie avec toutes les différences que l'on peut assumer dans une vie. Ça parlait vraiment... C'était un chemin de vie et plus globalement, j'espère, le chemin de la vie. Et effectivement, il y a des tas de journalistes qui, en sortant, m'ont dit on serait venu plus tôt si on avait su que c'était pas... C'est vrai que le mot juif gênait. Le fait de revendiquer sur une affiche, mettre le mot juif, on me l'avait dit, hein, Alexandre, je pense que tu pourras en témoigner, affirmer, mettre, il y a des mots qui fâchent, il y a des mots qui font qu'on rencontre un certain public, mais on s'en bloque un autre. Bon, moi, je ne pouvais pas faire autrement que de mettre ce mot sur l'affiche. Encore une fois, c'était un chemin de vérité. Et voilà, c'est... Oui, effectivement, il y a des mots qui, tels des repoussoirs, font que des gens, sans même avoir vu votre spectacle et sans même savoir qui vous êtes, vous mettent dans une case. C'est comme ça, il faut l'assumer. C'est peut-être ça, être le juif de service des autres. Alors, je sais que tu avais une anecdote très sympathique, parce que tu as été interviewé Josie Eisenberg il y a pas très longtemps. Josie Eisenberg qui détenait à ce jour le record de l'émission... la plus longue à la télévision, plus de 50 ans. Plus que les chiffres et les lettres, c'est pas peu dire, était fier d'une chose, au-delà de tout. On l'avait rencontré pour Télématin, j'avais fait un petit reportage sur lui lorsqu'il avait, il y a 4-5 ans, sorti un livre de blagues juives. Et ce qui le rendait le plus fier au final, effectivement, c'était un être extrêmement érudit, extrêmement fin, extrêmement drôle. Mais je crois que sa légion d'honneur à lui, c'était d'avoir collaboré avec Gérard Houry sur les aventures de Rabbi Jacob et d'avoir trouvé, ça il le revendiquait haut et fort, Salomon, vous êtes juif, c'était pas écrit dans le scénario, c'est lui qui en script doctor elle avait rajouté. Et ça, je crois que c'était la chose dont il était le plus fier. Et quand on le branchait là-dessus, oui, on sentait... des étoiles dans les yeux qu'on ne trouvait pas forcément ailleurs, où il répondait normalement à des questions auxquelles il s'attendait. Merci Frédéric. Alors on va revenir, puisqu'il va y avoir un temps, on espère le préserver, des questions avec le public, parce que c'est très important. Et en attendant,
on va rencontrer Paul Salmona. Paul Salmona, qui est lui un juif originaire de Salonique, en Grèce, mais aussi d'Aix-en-Provence, un petit peu, je crois, dans le sud. Et Paul Salmona, qui était directeur du développement culturel et de la communication à l'Institut national de recherche archéologique préventive, c'est très compliqué, pendant 8 ans, après avoir été directeur de l'auditorium du Louvre jusqu'à 2005, et responsable de la communication de la direction des musées de France et de la réunion des musées nationaux entre de nombreuses années. Alors pour Salmona a pris la direction du musée d'art et d'histoire du judaïsme en avril 2013. C'est pour ça qu'il est là. Il avait organisé d'ailleurs auparavant un colloque sur l'archéologie du judaïsme en France et en Europe en janvier 2010. Et c'est assez particulier puisqu'il a, lui, cette spécialité d'avoir, à travers l'archéologie, et notamment les fouilles archéologiques en France, cherché les sources précieuses. Et c'est assez original pour l'histoire des Juifs de France. Alors donc il a, lui, contribué à découvrir et à développer sorte de cette source archéologique qui nous ramène à l'histoire des Juifs de France. Donc, qui est assez longue, parce que ça fait quand même 8 siècles d'histoire juive en France. Plus que ça, même. Voilà, plus que ça. Et ce qui est intéressant, je trouve que c'est aussi, puisque voilà un autre juif de service qui est au musée d'art juif, qui est à la fois ouvert vraiment à tous. Je pense que c'est ce qui, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, faisait aussi des dénominateur commun entre nos invités. Et la dernière exposition qui est en ce moment traite de Goscinny. Donc, je trouve ça assez original. Moi, j'avais été voir aussi celle de Gottlieb. Et donc, je vais lui laisser la parole pour qu'il nous en dise plus. Ça fait beaucoup de sujets à la fois, hein, Judith, mais... vous pouvez choisir. On peut choisir, d'accord. Non, alors vous avez raison de citer ce colloque sur archéologie du judaïsme en France et en Europe, parce que c'est à cette occasion que je suis devenu un juif professionnel, en fait. C'est-à-dire que, vous le disiez, j'ai travaillé longtemps, j'ai été longtemps directeur de l'auditorium du Louvre, dans le musée du Louvre, où là, on traitait de sujets extrêmement divers. Puis ensuite, j'ai monté ce département de production culturelle dans cet institut de recherche archéologique préventive. L'archéologie préventive, c'est l'archéologie qu'on fait avant les grands travaux, hein, pour éviter de détruire les vestiges sans les avoir étudiés. On les détruit ensuite, on les documente, et puis on peut faire autre chose à la place. Et on a vu passer, enfin j'ai vu passer au cours de ces 8 années toute une série de dossiers de fouilles sur des sites du judaïsme médiéval en France, médiéval ou moderne, parce qu'à Metz c'était un site plutôt moderne. Et au bout de quelques dossiers de fouilles, on s'est dit, mais là il y a véritablement un sujet, et un sujet qui n'est pris en charge par personne. Et du coup, avec Laurent Sigal, ma prédécesseur au musée d'art et d'histoire du judaïsme, on a eu l'idée de ce colloque qu'on a organisé en 2010, qui a un peu été une révélation pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a toute une série en France de vestiges qui démontrent la présence très ancienne en fait, des Juifs en France, une présence qui remonte à l'Antiquité, et qui est finalement assez mal étudiée, assez mal prise en compte par les archéologues qui ne sont pas formés pour ça. Et pourquoi elle est mal prise en compte par les archéologues? Aussi parce qu'elle est mal prise en compte tout simplement par les historiens. Il y a des historiens spécialisés qui connaissent très bien l'histoire des Juifs de France. Il y a tout un domaine d'études juives en France qui travaille là-dessus, et on est très pointu là-dessus. Mais les grands historiens, les grandes synthèses, passent à peu près à côté du sujet, hein. Les expulsions du Moyen-Âge, enfin, l'ensemble de l'histoire des Juifs de France, grosso modo, jusqu'à l'émancipation. Voilà. Et donc ça a été un moment un peu de bascule pour moi professionnellement, c'est vrai. Jusque-là, j'étais... effectivement, vous parliez de Salonique, ça c'est mes grands-parents paternels, du côté maternel c'est plutôt la Tunisie, mais ils avaient émigré du côté paternel, ils avaient émigré en Colombie. Ma mère est revenue en France quand j'avais 5 ans. Moi personnellement, je me sens à la fois très français et assez cosmopolite pour ces raisons-là, hein. Voilà. Et très redevable à l'école primaire laïque et républicaine. Je me souviens de mon institutrice de 8e me disant « Ah oui, Salmona, vous descendez du roi Salomon ». Elle se trompait complètement, mais j'étais extrêmement fier de descendre du roi Salomon. C'est absolument pas ça l'étymologie, en fait, hein. Mais je le cite, non pas pour l'anecdote, mais parce que je trouve que c'est très intéressant, cette manière dont une institutrice d'une école laïque pouvait mettre en exergue, sans aucune gêne, ma judaïté, sans que ça pose un problème à personne. Et d'ailleurs, à l'époque, en tout cas, ça a beaucoup changé malheureusement depuis, ça n'en posait à personne. On parlera peut-être du musée après, ou vous voulez qu'on parle du musée maintenant ?
quelques mots. Quelques Vous mots. avez accepté d'aller. Oui, non, Ça. volontiers. Non, donc je suis directeur du musée de l'art du judaïsme depuis 4 ans maintenant, et là vraiment c'est une fonction, on pourrait dire, de juif professionnel, c'est une fonction de juif à plein temps. Le musée, c'est une institution intéressante parce que c'est une institution qui a été voulue à la fois par les institutions du judaïsme, par la ville de Paris et par le ministère de la Culture, par l'État, qui a été créé il y aura 20 ans l'an prochain. On va célébrer le 20e anniversaire l'année prochaine. Et c'est une institution qui a plusieurs missions à la fois, mais sa collection permanente est certainement l'une des plus belles du monde après le musée d'Israël et le Jewish Museum de New York, en ce sens qu'elle montre des objets, des œuvres, des archives qui témoignent de l'histoire des communautés juives, non seulement d'un lieu particulier, comme c'est le cas du musée juif d'Amsterdam ou du musée juif de Berlin, qui évoquent les juifs allemands ou les juifs hollandais, mais l'ensemble des communautés juives qui ont constitué le judaïsme français, et qui sont, comme vous le savez ici, je n'ai pas besoin de développer, de provenance extrêmement diverses. Il y a les communautés qui étaient là avant l'émancipation, les juifs du Pape, les juifs de Lorraine, les juifs d'Alsace, les juifs de la côte aquitaine, portugais, comme on voudra. Et puis bien sûr, l'ensemble des communautés qui sont arrivées d'Europe centrale et orientale au XIXe siècle, et puis à partir du milieu du XIXe siècle, les Juifs d'Afrique du Nord, et évidemment avec cette arrivée très importante au XXe siècle, plus les Juifs du Levant au début du XXe siècle. Enfin bref, on a une collection extrêmement composite, très originale d'ailleurs, parce qu'elle a été constituée à partir de dons de Louis Hachette, qui a trouvé les vestiges d'un cimetière au milieu du XIXe siècle, au coin du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel. On a un ensemble de stèles médiévales absolument unique en Europe, je crois, pour cette période-là. Puis ensuite, il y a une très belle collection constituée par l'arrière-grand-père de Lévi-Strauss, l'anthropologue, qui était une espèce de Jean-Michel Jarre du 19e. Il a été compositeur, entrepreneur de spectacle et chef d'orchestre. Il a gagné beaucoup d'argent, il était très en cours. Et il a été l'un des premiers grands collectionneurs d'art juif, notamment d'objets liturgiques, d'objets synagogaux. Et puis, à sa mort, la baronne Charlotte de Rothschild l'a acheté et l'a donné au musée de Cluny. Et puis ensuite, il y a eu la collection du musée d'art juif de la rue des Saules qui nous a été donnée lorsqu'on a ouvert le musée. C'est un musée qui a été ouvert après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, Laurent Sigal a beaucoup acheté de 88 à 2011. Donc, on a certainement une des collections les plus originales. Elle est intéressante parce qu'elle permet de montrer aux Juifs du monde entier et aux autres visiteurs. Nous sommes un musée pour tous les visiteurs et pas seulement pour les Juifs. Justement, pour rejoindre ce que disait Frédéric, alors est-ce qu'on sait la différence entre la fréquentation du musée? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas juifs ou est-ce que c'est plutôt des Juifs qui viennent visiter ce musée? Alors, c'est un musée pour tous les visiteurs. Il faut faire la part des choses. Les scolaires sont de toute provenance, mais il y a évidemment une petite surreprésentation des écoles juives, et c'est normal. On aimerait d'ailleurs qu'il y en ait plus, pour tout dire. Il y a beaucoup de juifs étrangers, notamment des Américains, des Anglo-Saxons, dans le parcours permanent. Dans les expositions temporaires, c'est un public beaucoup plus large qui vient en fonction du sujet. Je prends juste un exemple amusant. Il y a 3 ans, on a fait une exposition sur la magie dans le monde juif. C'est une exposition un peu hétérodoxe, d'ailleurs, qui n'a pas beaucoup plu à nos institutions, mais c'est notre devoir aussi d'avoir des approches un peu anthropologiques, un peu sérieuses, scientifiques. Et là, on avait beaucoup de gothiques. Des boucles d'oreilles dans le nez, des cheveux teints en violet, des bottes lacées jusqu'aux genoux. Voilà, on les reconnaît, les gothiques, donc on a pu dire qu'il y avait des gothiques. Voilà. Et puis sinon, l'auditorium, c'est un public, je dirais, plus de juifs culturels. Merci. J'ai la sensation qu'en termes médiatiques, Goscinny vous a fait beaucoup de bien. Il y a eu une immense couverture sur cette exposition. Oui, ça, c'est une question bienveillante, merci. Oui, il y a eu énormément de presse. Et Goscinny, Gottlieb, de Superman au chat du rabbin, c'est des expositions où le judaïsme tangente un peu à l'universel. Donc il y a tous les publics, évidemment, et notamment des amateurs de bande dessinée. Et oui, merci. Alors, d'ailleurs, il y a un atelier judaïsme et bande dessinée après le déjeuner. C'est vrai. Alors, donc Alexandre Arcadi, à qui on pardonne son retard. On lui pardonne tout, parce que... Non, mais c'était parce que je voulais faire la jonction avec, bien sûr, le grand pardon. Parce que, voilà, on le connaît tous. C'est la transition, ça. Ah, n'est-ce pas? Voilà, Alexandre Arcadi, qui est donc lui né à Alger, qui est aussi le fils d'un juif hongrois,
qui était né en Roumanie, suivi, qui en fait a fréquenté des mouvements de jeunesse puisqu'il était à la Shomer HaTzaïr, et puis qu'il a même été pendant 2 ans tenter la vie au kibbutz en Israël. Et j'ai l'impression à chaque fois, quand je préparais ce papier de présentation, j'avais l'impression à chaque fois de les voir en images, puisque au fond, il y a un peu de son parcours qui est dans ces films. Évidemment, le kibbutz, je pense au film Pour Sacha, vous avez beaucoup, n'est-ce pas, bercé. Ensuite, il a été comédien. Avant d'avoir été scénariste, metteur en scène. Et puis après, bien sûr, les coups de Sirocco, je vais pas prendre tous les films, pas citer tous les films qu'il a fait, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il a fait d'une histoire qu'on pourrait imaginer personnelle, familiale, une rencontre avec l'histoire avec un grand H, et puis qu'au fur et à mesure, moi je me suis dit, en préparant ça aussi, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens finalement qui parlaient des Juifs d'Algérie et de l'Algérie, et en tout cas pas avec autant de talent pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Et ça, c'est assez particulier. Je voulais dire aussi, puisqu'on est au CRIF, que Roger Kuckerman lui avait remis le prix du CRIF pour son film 24 jours. Roger Kuckerman qui est avec nous. Et voilà, et je vais lui laisser la parole. Et c'est quoi la question ? Là, il y en avait plusieurs. Hein. Voilà, comment est-ce qu'on... Non, pour revenir à l'essentiel, évidemment, sur le judaïsme et sur cette appartenance, à titre personnel, mon judaïsme, je l'ai vécu d'une façon tellement naturelle, très, très bon enfant, c'est-à-dire issu d'une famille de juifs d'Algérie, la famille de ma mère étant de la région de Constantine, et je pense que leur installation en Afrique du Nord date peut-être sûrement même de la destruction du deuxième temple, c'est-à-dire vraiment c'est des juifs ancrés dans cette terre. Peut-être même avant. Hein. Pardon ? Peut-être même avant. Peut-être même avant, oui. De cette terre algérienne, tant et si bien que ma grand-mère, qui s'appelait Lisa Messaouda, mais on l'appelait Messaouda, ma mère s'appelait Drifa, donc un prénom totalement arabe, qui veut dire la douce. C'est dire combien le judaïsme algérien était ancré dans cette terre d'une façon viscérale et importante. Donc j'ai vécu ce judaïsme d'une façon totalement naturelle. C'est-à-dire on était juifs en Algérie, voilà, ça ne posait pas de problème. Nous avions des amis musulmans dans notre immeuble, et puis des amis chrétiens qui étaient là, des espèces de convivialité. Bon, alors je ne vais pas faire de l'angélisme, c'est vrai qu'il y avait des problèmes, mais cette enfance que j'ai vécue à Alger était une enfance tout à fait conviviale et fraternelle. J'habitais un petit immeuble dans la basse Casbah. Nous étions vraiment, j'allais dire, dans le lumpenprolétariat, si je puis dire, vraiment les juifs les plus pauvres peut-être d'Alger, mais on a manqué de rien parce qu'il y avait une solidarité qui était là, qui était vivace, et on vivait, disons, dans un carrefour. Un tout petit peu plus haut que de la rue du Lézard, il y avait la grande synagogue d'Alger. Et il faut signaler que la grande synagogue d'Alger était située dans la Casbah d'Alger, au cœur de la Casbah. C'était dans la rue Randon, pour ceux qui sont d'Algérie. Je veux dire que c'est encore marqué combien le judaïsme algérien était ancré dans l'aspect le plus populaire, le plus historique de la ville. La grande cathédrale qui était juste à côté, et puis la grande mosquée qui était toute proche de la place du gouvernement. Alors, je ne vais pas faire un cours de géographie, mais c'est tout simplement pour vous dire que mon judaïsme était un judaïsme naturel. Alors, est-ce que j'ai vécu l'antisémitisme en tant qu'enfant en Algérie ? Il ne faut pas le cacher. Oui, effectivement, il y avait une forme d'antisémitisme, mais elle n'était pas flagrante. Par moments, des espèces d'excès comme ça, presque de paroles, je dois dire. Et puis, arrivé en France, alors pour revenir à mon père effectivement est de Hongrie, et il est venu en Algérie en tant que dans la Légion étrangère, et pour la petite histoire, c'est très cinématographique. Après 19 ans de Légion étrangère, il est devenu administrateur du cercle militaire d'Alger. Et ma mère travaillait comme serveuse aux messes des officiers. Et voilà cet officier hongrois qui rencontre cette petite juive d'Algérie. Et voilà. Et
c'est grâce à ça que je suis devant vous. Cette rencontre improbable m'a permis d'être devant vous aujourd'hui. Donc ce judaïsme a continué, disons, d'une façon naturelle en France, dans le sens où j'ai immédiatement rejoint un mouvement de jeunesse juive et sioniste, puisque c'était la Shomer Hatzair, qui m'a éveillé à la conscience du judaïsme. C'est-à-dire que je vivais un judaïsme bon enfant, naturel, et là, tout d'un coup, j'ai pris conscience de ce qu'était être juif à travers à la fois notre histoire, notre patrimoine, ce lien qui nous lie depuis des siècles, et puis ce rapport à Israël, ce rapport à cet État qui venait de naître. Nous étions dans les années 62, donc c'était un tout jeune État, hein, l'État d'Israël. Voilà, donc une prise de conscience du judaïsme par le biais de l'histoire et de l'appartenance. Et arrivé à l'âge adulte, après avoir passé un temps en Israël, comme vous l'avez évoqué, dans un kibbutz, j'ai abordé le cinéma. Et tout à fait naturellement, ce n'est pas en voulant évoquer le judaïsme que j'ai commencé ma filmographie, mais d'une façon presque naturelle. Alors que dans le coup de Sirocco, la famille Narboni n'était pas une famille juive particulièrement, et on n'en faisait pas état, mais c'était tout naturel de dire oui, ils étaient des juifs d'Algérie, alors qu'il n'y a aucun moment une évocation en dehors de l'oncle qui s'appelait Jacob. Mon oncle s'appelait Jacob, donc c'est peut-être le seul moment où on peut voir une évocation du judaïsme algérien, alors que le film a été vu par, évidemment, l'ensemble de la communauté nationale. Alors c'est vrai qu'on vivait à ce moment-là une époque où le judaïsme était vécu de façon aussi naturelle en France, et l'appartenance au judaïsme était toute simple. Il n'y avait pas de différence, jusqu'au moment où tout d'un coup, on a vu apparaître des fourgons de police à chaque fois qu'il y avait une manifestation, soit culturelle, soit une réunion familiale. Donc là, on a compris que les choses étaient en train de devenir différentes et qu'il fallait protéger cette communauté. Je vous raconte ça parce que il y a une petite anecdote que j'aimerais vous décrire. En faisant le coup de Sirocco, en faisant le film Pour Sacha, c'était une volonté de raconter un film sur Israël, sur le kibbutz, sur la guerre des 6 jours, qui, pour moi, est un moment clé de l'histoire d'Israël, forcément. Hein. Et j'avais envie d'écrire un film sur la jeunesse, sur l'espoir, sur le devenir. Et en écrivant ce film pour Sacha, c'était pas aussi facile que ça sur le plan professionnel de monter un film sur Israël. Mais j'ai réussi, grâce à la compréhension de certains qui m'ont accompagné à faire ce film, et puis à l'adhésion de Sophie Marceau, qui a apporté cette jeunesse, ce visage. Et je fais une autre petite parenthèse de Sophie Marceau, qui ne connaissait pas Israël, qui ne connaissait pas vraiment cette aventure d'Israël. Et il faut se souvenir peut-être que j'ai commencé le film, la préparation du film, au moment où Saddam Hussein a envahi le Koweït. Vous voyez la situation. C'est-à-dire que nous tournions un film où on craignait une guerre, celle de 6 jours, de l'intérieur. Et dans le quotidien, on vivait avec la crainte d'une guerre, celle qui allait arriver, puisqu'on a fini le film avec nos masques à gaz à portée de main. Et Sophie Marceau, je lui ai fait visiter Israël en quelques jours comme ça, et puis arrivée au mur des lamentations à Jérusalem, elle est un petit peu à part, sachant pas exactement où aller. Et puis je l'ai faite rentrer dans l'oratoire qui, vous savez, à gauche, il y a un oratoire pour les femmes. Et au moment où on est rentré dans cet oratoire, il y a une prière qui s'est élevée très forte, très dense, et elle s'est mise à pleurer, vraiment une émotion très, très incroyable. Et le lendemain, je lui ai parlé, je lui ai dit, mais avant de tourner, qu'est-ce que tu as ressenti de ce pays ?
Et elle m'a dit cette chose assez simple, mais qui était si forte. Elle m'a dit, écoute, je crois que j'ai compris ce que c'était le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un peuple de la ferveur. Ferveur en tout. Ferveur religieuse, évidemment, ferveur militaire, ferveur dans la vie. Ferveur, c'est le mot ferveur qui résonne en moi. Et je vais jouer mon rôle de Laura avec ferveur. Et c'est ce qu'elle a fait. Et je dois dire qu'elle a trouvé un raccourci assez extraordinaire. Et pour revenir à la sortie du film, et comment dire, à la vision qu'avait le peuple de France, à ce moment-là, à la fois pour le judaïsme et pour Israël, nous avons fait une sortie du film un mercredi, comme tous les mercredis. Et ce jour-là, je rencontre par hasard, à côté de mes bureaux, Gérard Jugnot avec un vélo, et qui me dit, dis donc, c'est bien de sortir un film, c'est au mois d'avril, premier jour de l'été, il faisait un soleil extraordinaire, premier jour de l'été, un film sur Israël et un film avec la Coupe d'Europe ou Coupe du Monde à 18h. Je me dis, mon Dieu, il a peut-être raison, ça va être une catastrophe. Alors on attend, vous savez, on attend toujours les chiffres des films. Hein. À 14h, la première séance est tout à fait moyenne. À 16h, elle est à peine passable. À 18h, elle est catastrophique. Il n'y a personne dans les salles. On est à zéro. Et on a l'habitude, le soir de la sortie des films, de se réunir dans un restaurant et d'attendre ces fameux chiffres. Donc on était là, un petit peu dépité, en disant, bon, ben, c'est une catastrophe. Et vers 20h30, à la séance de 20h, mon producteur exécutif arrive avec un sourire rayonnant, me disant, c'est complet partout. Ah bon ? Complet partout, c'est pas possible. La séance de 10h, il revient, nous dit c'est complet partout. Et d'une journée qui devait être une journée tout à fait passable, on est devenu le film qui était numéro 1 dans la journée. Tant et si bien que le patron du UGC, qui était Alain Sussfeld, est venu nous rejoindre au restaurant en disant j'étais en pyjama dans mon lit, j'ai eu les chiffres, c'était pas possible, je venais vous voir. Et le premier vendredi arrive et les exploitants, le samedi matin, m'appellent en me disant catastrophe, vendredi soir, la fréquentation s'est complètement effondrée. Alors j'ai dit, moi écoutez, ne vous inquiétez pas, c'est vendredi soir, mais il va falloir juste être vigilant pour vendredi prochain. Parce que si vendredi prochain c'est la même chose, ça veut dire que le relais ne se fait pas et que la communauté n'a pas donné l'impulsion pour que le film. Et le vendredi d'après, les séances étaient pleines et ça a été un grand succès. C'est-à-dire que un film sur Israël, un film sur le judaïsme, un film sur l'appartenance, à cette époque-là, en 92, hein, eh bien, il y avait une résonance nationale qui a permis au film de trouver une vraie réalité publique. Voilà, tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, un film sur Israël, et on l'a vu malheureusement avec un film sur l'affaire terrible de notre jeune Ilan Halimi, 24 jours, eh bien, la communauté nationale n'est pas venue, n'a pas suivi, et pas seulement la communauté nationale, je veux dire, même notre communauté n'est pas venue voir le film pour d'autres raisons. Mais c'est pour dire que le climat s'est totalement détérioré. Et aujourd'hui, quand on fait un film, et qu'on veut faire un film où on touche du doigt au judaïsme, eh bien, les professionnels se posent la question parce qu'on se dit, où va-t-on ? Est-ce qu'on va être suivi ? Est-ce que les choses vont trouver une... En même temps, il y a une différence, puisque pour Sacha, il y avait un côté quand même une comédie, qui allait à la rencontre d'Israël, mais que 24 jours qui traite de... Comédie, vraiment, mais... Enfin, quelque chose qui est très... qui est à la fois profond et à la fois une histoire à laquelle on peut s'identifier. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, peut-être, que le côté dramatique de l'histoire d'Ilan Halimi. Je trouve que c'est plus important. C'était plus important d'évoquer effectivement il n'y a pas de doute. le jeune Ilan Halimi. C'est-à-dire que moi, mon sentiment, pourquoi j'ai fait ce film, c'est que j'ai eu l'impression... Enfin, plus que le sentiment, quelque chose de fort intérieurement, de dire que ce jeune garçon, on allait l'oublier, on allait parler du gang des barbares, c'est une habitude française de parler surtout des bourreaux et pas des victimes. Et moi, j'avais envie de laisser une trace et cette trace existe, et heureusement. Et je suis fier d'avoir fait ce film qui restera, qui perdurera et qui deviendra comment dire, un élément qui expliquera peut-être la dérive d'un antisémitisme violent qui a commencé avec la mort d'Ilan
au moment où ça s'est produit. Tout à fait. Merci Alexandre Arcadi. Donc en tout cas, il est clair que pour nos 3 invités, la fonction de passeur est une fonction très importante, puisqu'ils transmettent, ils ont à cœur vraiment de transmettre tout ce qui est lié à l'identité juive et à de nombreux drames ou pas qui traversent l'histoire de la communauté juive et du peuple juif. Je voudrais vous laisser un peu la parole s'il y a quelques questions avant de redonner la parole à nos intervenants. Alors je crois qu'il faut aller au micro en fait. Bonjour. Bonjour. Nicole Bornstein du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes, président du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes. Non ? Oui. C'est une question et en même temps un commentaire. Je vais m'adresser tout d'abord à Monsieur Arcadi. J'ai exactement la même origine que vous. Je suis née à Alger et j'en suis partie en 1962 comme vous. Je m'inscris un petit peu différemment de vous par rapport à ce que vous avez dit, et l'Algérie, étant d'une origine différente de la vôtre, dans la mesure où ma famille était complètement alsacienne et donc n'avait pas du tout le même vécu en Algérie que celui qui a pu être le vôtre. Et je dirais que mon identité juive s'est construite grâce à l'antisémitisme que j'ai ressenti depuis mon plus jeune âge en Algérie et en particulier en milieu scolaire. Parce que j'appartenais à une famille qui était, comme beaucoup de familles alsaciennes, complètement, je dirais, intégrée, se croyait complètement intégrée dans un milieu algérois, qui se voulait bourgeois. Et dans ce milieu, il y avait, en tout cas pour moi personnellement, un ressenti entre deux chaises qui m'a construite. Par ailleurs, je voudrais aussi quand même revenir sur un statut qui a été appliqué aux Juifs en Algérie et aux Juifs qui étaient d'Algérie, c'est-à-dire le statut des lois de Vichy et le retrait de leur citoyenneté par rapport à leur citoyenneté grâce à Crémieux. Donc je pense que c'est quand même important aussi de le dire, bien que, évidemment, la situation n'ait pas été celle que l'on vit aujourd'hui. Mais je ne veux pas en dire plus par rapport à ce commentaire. Je voudrais m'adresser à Monsieur Paul Salmona. Je voudrais faire un petit peu d'humour parce que Salmona, vous avez associé ce mot, un professeur l'avait associé à Salomon. Moi, je l'associe à mon métier puisque ça m'évoque salmonella. Mais bon, c'est un petit peu... C'est juste pour faire Je connais la salmonellose. un trait d'humour. Alors, par rapport à... Pas personnellement, biologiquement, hein, je veux dire, livresquement. Non, mais c'est juste pour... c'est un petit trait d'humour. Je voulais vous demander si, justement, dans la conjoncture actuelle, qui est tout sauf angélique, et vous avez parlé de votre profession de juif, enfin de l'état de juif de service à l'état de juif professionnel, est-ce que vous ne pensez pas que justement c'est l'occasion de montrer très fort toute l'histoire des juifs en France, c'est-à-dire remonter aussi loin que possible pour mettre en exergue les personnalités remarquables de notre histoire et de leur vécu en France en matière de construction de notre pays. Voilà. Merci pour votre question. Allez-y. La question que vous posez est une question compliquée parce que dans un certain nombre de musées du judaïsme dans le monde, il y a une galerie des grands juifs. En gros, c'est ça, hein, ce que j'entends dans votre question. Et ça n'est pas tout à fait, et là je ne parle pas à titre personnel, je parle à titre collectif, parce qu'on est une équipe au musée, c'est pas tout à fait la manière dont on voit les choses. Ne serait-ce que parce qu'il y aurait une forme de prétention à vouloir absolument mettre en avant le pourcentage de prix Nobel parmi les juifs, etc., quand on veut s'adresser à tous les publics, ce qui est notre mission. Hein. Donc c'est très compliqué à gérer. Et je vous prends deux exemples.
Un exemple, c'est Einstein. Einstein, ça concerne les physiciens. Ça ne concerne pas spécialement les juifs. Il est juif, certes, mais c'est un très grand physicien. Freud, c'est un peu différent. Parce que sans le judaïsme, probablement, la psychanalyse n'est pas inventée, en tout cas pas de la manière dont il l'invente. Donc on consacre une grande expo à Freud à l'automne 2018. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais j'essaye d'y répondre de manière un peu biaisée. Par ailleurs, une des missions du musée, c'est de raconter effectivement l'histoire des Juifs de France. Il le fait d'ailleurs de manière un tout petit peu trop compliquée aujourd'hui. Et on a un grand projet d'extension et de rénovation où on voudrait consacrer toutes les premières salles à cette histoire, donc je le disais, va de l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine, et notamment à des épisodes qui sont absolument inconnus. On a consacré l'an dernier un colloque à l'antisémitisme en France. Ça a été la manière un peu savante dont le musée a essayé de répondre à la situation actuelle. Il y a notamment un épisode qui est pratiquement inconnu, qui est le pogrom de Constantine en 1934. On a acheté d'ailleurs l'an dernier un album de photos anonymes absolument stupéfiant et épouvantable sur ce qui... il y a eu 25 morts, enfin, en 1934, dans l'Algérie, à l'époque, c'est la France, sans intervention de la police, sans intervention de l'armée, et avec une certaine approbation de l'administration française. Si on ne fait pas cette histoire et si on ne l'explique pas aux jeunes Français, effectivement, ils ne la connaîtront pas. C'est un de nos rôles. Merci. Alors... Oui, alors Offenbach, Darius Milhaud, bien sûr, bien sûr. Allez-y. Oui, moi je voudrais revenir un peu vers la sociologie actuelle et qui nous met en face, quand on est juif de service ou juif professionnel, peu importe, on est passé comme ça par étapes de gens qui sont dans un peuple un peu courageux et bâtisseur et défendant son identité, à un peuple un peu gêneur, parce qu'associé à une mémoire peu glorieuse en Europe, etc. Et encore plus quand le conflit israélo-palestinien s'invite, c'est encore plus compliqué. Donc la question, elle est de dire, que je pose d'ailleurs à nos intervenants, c'est de dire justement quelle posture pour affirmer notre identité, apprendre à nos communautés à le faire aussi, en tous les cas autour de nous, et aussi arriver à finalement faire passer ce message de rappel historique, d'identité, d'être un juif dans la cité. Et dès qu'on dit juif, les gens pensent de plus en plus communautarisme, isolement, etc. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Quand on voit un juif religieux, ça devient un intégriste, etc. Donc c'est compliqué. Il y a eu une invitation d'une espèce de sémantique particulière. Et je pense que je voudrais savoir comment vous avez géré ça, puisque vous êtes complètement exposé justement à les gens dans la cité. Alors merci. On va prendre une autre question aussi, comme ça, puisque comme le temps, au fur et à mesure, malheureusement, court. Monsieur Arcadi a parlé de l'évolution de ce qu'on pourrait considérer comme les rapports, comme la vision du judaïsme par la société française en général. Et je vais poser une question dont je sais qu'elle va choquer beaucoup de gens ici, mais je la pose tout de même. Lorsque, à divers événements, et en particulier la semaine dernière, lorsque le président du CRIF et le président des consistoires prennent position contre la position du président de la République, de la République française sur la déclaration de Trump, qu'est-ce que soit ce qu'on en pense, mais est-ce que vous ne pensez pas que lorsque ces présidents prennent position contre la position officielle du président de la République et du gouvernement français, cela peut conduire un certain nombre de nos concitoyens à considérer que les Juifs de France se mettent partiellement en marge. Voilà le ressenti que j'ai à ces déclarations et je voulais vous demander ce que vous en pensez. Merci. Alors, vas-y. Écoutez, non seulement c'est une bonne question, c'est avant tout une bonne réflexion. Une bonne réflexion. Il faut dire qu'il faut remonter un tout petit peu en arrière et de voir la raison pour laquelle on est arrivé à cette situation.
J'ai eu le privilège d'accompagner le président Sarkozy en Israël quand il avait fait son voyage officiel. Et nous avons tous été très, très surpris à la Knesset pendant son discours, où, pour la première fois, un grand leader mondial, européen et international, déclarait que Jérusalem devait être la capitale des deux États. À partir de là, on a eu vraiment une position politique qui tout d'un coup s'est crispée, parce qu'effectivement, il y a une revendication. Alors, à titre personnel, évidemment, je considère que Jérusalem est la capitale du peuple juif, pour les raisons que l'on sait, sur le plan historique, sur le plan mémoriel. Je veux dire que c'est très important. Sur le plan purement politique, est-ce que c'était bienvenu de la part de Sarkozy de faire cette espèce de façon de... Enfin, Roger se souvient, il était avec nous à ce voyage, cette espèce de crispation comme ça qui s'est créée tout d'un coup, une capitale pour deux États. C'est utopique et impossible et inconcevable. C'est vrai que c'est très, très, très compliqué. Alors, comment réagir par rapport à la position de notre président de la République? Et je dois dire qu'effectivement, j'étais même avec lui à Alger quand il a appris cette prise de position du président américain, qu'il a été obligé, en plus dans le climat algérien, vous imaginez bien que c'était un peu compliqué pour lui de sa position. Donc il s'est calqué sur celle de Sarkozy, totalement. Alors on peut le regretter, mais c'est la situation. Alors concernant la position du CRIF, c'est vrai que dans un premier temps, quand j'ai eu, à travers la presse, eu vent de cette position, je me suis dit, aïe, ça va être compliqué. Bon, et c'est vrai que vis-à-vis des médias, quand on m'interroge, je suis partagé. Je suis partagé entre cette volonté de dire, évidemment, je souhaiterais que Israël soit la capitale, enfin Jérusalem soit la capitale d'Israël pour les raisons qu'on vient d'évoquer, mais je comprends que c'est peut-être pas exactement une façon de faire avancer les choses. Alors, est-ce que le CRIF a eu raison ou pas de prendre position, de prendre une contre-position par rapport au président de la République? À vrai dire, je partage un petit peu votre questionnement. Bon, mais voilà. on va le savoir tout à l'heure, puisque le Premier ministre sera là en conclusion, et le président du CRIF, Francis Khalifa, va aussi prendre la parole à ce moment-là. Donc je pense que là, les choses vont sans doute s'éclaircir, en tout cas de ce qu'il en est des relations entre les deux. Et concernant la question de Madame... Et puis c'est pas la première fois que le CRIF prend une position qui n'est pas celle du président de la République. Et peu importe, je dirais oui, c'est pas la première fois et voilà, et on continuera quand même, quoi. Je veux dire, c'est quoi le problème, quoi? Alors, bon, on va pas changer de thème de débat, bien que ça soit fort tentant, évidemment. Et on pourrait parler de l'identité juive de Jérusalem, bien entendu, c'est un sujet, mais voilà, on va pas faire ça. Alors, il y avait la question de Madame concernant l'époque, ce qui fait, est-ce qu'aujourd'hui, il faut un certain courage, ou est-ce que vous vivez différemment aujourd'hui le fait d'amener des thèmes juifs au public? Ce qui est évident, et entre il y a 15 ans et aujourd'hui, dans un objet culturel ou artistique, on affirme une identité juive, avant on pouvait l'affirmer de façon ouverte ou un peu moins ouverte et intéresser la communauté nationale. Aujourd'hui, on sait que lorsqu'on se positionne comme ça, forcément, et le rôle des médias n'est pas du tout neutre là-dedans, on rentre dans quelque chose de communautaire. Ce qui pouvait être entendu par tout le monde avant, je pense qu'un type qui affirme son identité corse ou bretonne a quand même la chance de rencontrer tout le monde. Aujourd'hui, il va y avoir un véritable positionnement où on va vous dire « Oui, mais là, tu as fait quelque chose de communautaire ». Je crois que la grande différence, elle est là maintenant. C'est une régression pour moi, puisque on nous renvoie, on parlait de juifs de service, là on nous renvoie vraiment dans un rôle qui est les juifs s'adressent aux juifs. Et c'est extrêmement dangereux. Et je pense que voilà, il faut avoir conscience de ça et que ça ne nous empêche pas pour autant de continuer à affirmer qui nous sommes. Alors, quelque chose là-dessus? Je donnerai la parole à Paul. Écoutez, moi,
je me souviens d'une phrase de Michel Boujna qui avait j'allais dire, son importance et qui m'a un peu guidé. Boujna disait « On a un clou et il faut l'enfoncer ». Bon, notre clou à nous, c'est ce que nous portons nous, c'est-à-dire ce judaïsme, cette part de cette histoire. On est porteur de cette mémoire, on est porteur de cette culture. C'est à la fois, c'est notre fierté et notre devoir d'être ce que nous sommes. Jamais, au grand jamais, je ne me cacherai derrière un quelconque paravent et je continuerai à affirmer haut et fort ce judaïsme sans pour autant nier que je suis français et que cette appartenance à la République fait de moi le citoyen français juif que je suis. Voilà. Et ça, c'est très important pour les artistes. Alors c'est vrai que beaucoup d'artistes de moins en moins se mettent en avant et quand on a besoin d'affirmer un certain nombre de réalités, ils se défilent, malheureusement. Malheureusement, c'est comme ça, mais en ce qui me concerne, puisqu'on m'interroge, je ne le ferai pas et je continuerai à assumer cette responsabilité qui est la mienne en tant qu'artiste, en tant qu'intellectuel, de dire que je vis mon judaïsme dans une France qui est une France républicaine, une France qui prône la liberté, l'égalité, la fraternité. Et pour conclure, je prépare actuellement un film qui s'appelle L'Union Sacrée 2, hein, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a des choses à dire. Et il y a une phrase dans ce film qui va être dite qui à mon sens, aura comment dire, une répercussion importante. L'un des protagonistes, le policier juif, dit à son collègue arabe, il lui dit « Il y a actuellement en France deux sortes de juifs, ceux qui partent et ceux qui restent. Moi, je suis un juif qui reste, mais mets-toi ça dans la tête. » Alors, merci. Attendez, on va laisser, après je vous donnerai la parole. Alors, on va laisser Paul. Je pense qu'entre les deux questions, là, il y a quand même quelque chose, si vous voulez en parler un petit peu, parce qu'à propos de Jérusalem, je pense que les Juifs sont très souvent appelés aussi à répondre des liens particuliers qui les unissent à Israël, ce qui est toujours donc très compliqué, puisqu'il faut à la fois souvent en dire quelque chose, tout en n'étant pas évidemment une antenne ou un représentant de l'ambassade d'Israël en France. Et c'est souvent très complexe, puisqu'il y a ce lien qui existe très fort, et c'est le lien d'appartenance, et à la fois être juif français, ça n'est pas la même chose qu'être israélien. Donc est-ce que vous, ça vous arrive aussi ? Alors, nous, on n'avance pas masqué, hein, on s'intitule Musée d'art et d'histoire du judaïsme, donc les choses sont très claires. Nous ne sommes pas une institution confessionnelle ni une institution communautaire, nous sommes un musée de France, un musée laïque, public, et je crois qu'on a un rôle, par rapport aux questions qui ont été posées, un rôle très important en direction des scolaires. C'est vraiment, je crois, à l'école hein, qu'on apprend le vivre ensemble. En direction des enseignants qui sont très demandeurs de formation que nous leur proposons pour pouvoir ensuite traiter de sujets qui sont compliqués avec leurs élèves. C'est aussi un des endroits où on entend parler des juifs vivants et non pas seulement des juifs morts, pardon de la brutalité du propos, mais c'est vrai qu'on aborde essentiellement le judaïsme, malheureusement à l'école, au collège et au lycée, à travers l'histoire de la Shoah. Or, il y a 2000 ans d'histoire juive en France et en Europe qui peuvent être abordées par d'autres manières. Hein, et quand bien même, d'ailleurs, l'histoire de la Shoah, si on ne sait pas ce que c'est que le judaïsme en Europe, ça n'a pas grand sens. D'ailleurs, on sait, Georges Bensoussan a travaillé là-dessus, que aborder l'histoire de la Shoah à sec, j'ai envie de dire, c'est dans un certain nombre de cas contre-performants. Donc c'est très important aussi d'aborder les aspects positifs, les apports culturels du judaïsme à la civilisation européenne, enfin à la civilisation tout court d'ailleurs, à l'humanité. Alors une des manières dont nous essayons de le faire, c'est en montrant à travers des expositions temporaires comment sont ces apports. Alors il y a un exemple que j'avais envie d'évoquer aujourd'hui, c'est Goscinny. Pour tous les Français, Goscinny, c'est
l'auteur d'Astérix, hein, le scénariste en fait d'Astérix. Parfois ils savent que c'est aussi le scénariste du Petit Nicolas. Et parfois ils savent aussi que c'est le scénariste d'Is No Good ou Doom Papa. Et quand ils sont très très amateurs de bande dessinée, ils connaissent encore d'autres choses parce qu'il y en a énormément. Très peu savent qu'il est juif et pratiquement aucun ne sait que cette histoire, enfin cette production extraordinaire de personnages et d'histoires qui sont vraiment très emblématiques de la France de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Hein. Astérix et le Petit Nicolas, c'est vraiment la quintessence de la France, on pourrait dire. C'est une histoire qui ne s'explique que si on sait que c'est un juif ukraino-polonais émigré en Argentine à l'âge de 1 an, qui a vécu toute son enfance dans le culte de la République française, de l'école française au lycée français de Buenos Aires. Pour lui, la pampa et les gauchos, c'est la normalité. Et ce qui est fascinant, c'est l'Ardèche et Romorantin. Hein. C'est ça qu'il... Et c'est cette distance, cet écart qui va faire que, revenu en France après la Deuxième Guerre mondiale, après la mort de son père, il va produire cette ode à la France, en quelque sorte, avec un peu d'écart, un peu de distance. Il faut savoir, et si vous visitez le musée, vous verrez, il y a une affiche d'Adolphe Léon Villette, candidat antisémite aux élections législatives de 1889, qui représente un Gaulois. Et le Gaulois, dans l'iconographie de la fin du 19e siècle, c'est une image nationaliste et parfois antisémite. Il faut être un petit juif ukraino-polonais, émigré en Argentine et revenu en France après la Deuxième Guerre mondiale, pour en faire un personnage rigolard, sympathique et humaniste. Merci. Alors, une dernière question. Allez-y. Bonjour, je voulais, là on entend, je voulais d'abord remercier les orateurs, mais faire une remarque par mon activité assez importante dans la vie juive jusqu'à présent. On parle bien, c'est bien de rappeler, sauf que vous remarquerez que lorsque nos responsables font des communiqués, quels qu'ils soient, on jette un projecteur un peu violent sur notre situation. Moi, ce qui m'intéresse le plus, parce que je l'ai remarqué autour de ma vie militante, y compris dans ma vie de famille, y compris dans ma vie de petit banlieusard, c'est que malheureusement, les Juifs du quotidien ne parlent pas d'eux-mêmes à leurs voisins. Peu de leurs voisins savent qu'ils sont juifs. Il n'y a pas une communication directe. Et tant que la population juive, je prie bien, quelle que soient ces élites, on aura toujours des critiques sur certaines élites, ça, faut pas se faire d'illusions, c'est notre habitude. Mais que le reste de la population, si elle ne s'affirme pas naturellement sur ce qu'elle est, avec toutes ces formes religieuses, pas religieuses, traditionnelles, avec une chose qui marche toujours très bien, je vous le conseille, c'est la nourriture juive. Ça, vous verrez que ça fait beaucoup de popularité. Eh bien, tant que nous n'aurons pas cette diffusion naturelle de la vie juive au milieu de nos concitoyens non juifs, je pense que nous aurons du mal à défendre telle ou telle thèse. Et je vous invite à y penser. Est-ce que vous pouvez vous présenter juste... Monsieur Oui, est-ce que vous pouvez... Monsieur, est-ce que vous pouvez dire... Parce que vous avez dit que vous étiez très militant, est-ce que vous pouvez dire votre nom? Est-ce que vous faites juste... Oui, est-ce que vous faites? Parce que vous avez dit que vous étiez très militant. Pardon. Je suis David Fuchs, secrétaire général du Cercle Bernard Lazare, que peut-être certaines personnes connaissent ici. Enfin, il y en a sur l'estrade qui nous connaissent. Vous avez des fans, en tout cas. Voilà. Et notre cher Bulavko. Voilà. Malheureusement. Voilà. Alors... Je peux juste réagir? Oui, juste... Je vous invite tous, dimanche prochain, à une présentation à la librairie du musée d'une rencontre dédicace avec Laurence Kers, je ne sais pas comment on prononce, hein, le yiddish n'est pas mon fort non plus, mais qui réédite dans une nouvelle version la cuisine de nos grands-mères juives polonaises. Voilà, à 15h. C'est en écho. Alors, je vais laisser un petit mot de conclusion à chacun, puisque malheureusement, tout ça à sa fin. Qui est-ce qui veut commencer? Un petit mot de conclusion, Frédéric? On a perdu. Un petit mot de conclusion. Il va chanter. Alexandre lui dit chante quelque chose. En fait, il va chanter. C'est la prochaine étape. Puisque Frédéric va nous chanter 2 chansons avant. Et ma conclusion sera en musique tout à l'heure. Oui, bah je crois que effectivement, ça n'a jamais été simple.
Ça n'a jamais été aussi difficile en ce moment. Et bah oui, il faut continuer, c'est tout. J'aime beaucoup la phrase d'Alexandre. Il y a les juifs qui partent et les juifs qui restent. Mets-toi dans la tête que moi je vais rester. Je crois que je vais la piquer, celle-là. Merci. Attention, mais attends, la sortie du film quand même. Oui, c'est un secret qu'il faut garder. C'est confidentiel. Alexandre. Eh bien, écoutez, moi, j'étais un petit peu, je vous dis franchement, un petit peu anxieux en venant ce matin parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, comment on va pouvoir s'exprimer. En fin de compte, les choses sont assez simples. Et tout à l'heure, j'ai parlé de ce judaïsme bon enfant. Je dois dire que pour moi, ça reste mon leitmotiv, avec peut-être un petit regret. Et j'en ai parlé avec notre grand rabbin, Chaim Korcia. J'en ai parlé, je me préoccupe de la vie de notre communauté au regard des mariages mixtes qui sont de plus en plus nombreux dans notre pays et de ce que deviennent les enfants qui ne sont pas nés de mères juives et qui revendiquent une certaine forme de judaïcité parce qu'ils vivent eux-mêmes dans le judaïsme avec les grands-parents du père, etc. Et je dois dire qu'il y a une vraie question qu'il faut se poser. Et je disais à Chaim Korcia, à partir du moment où on fait le Talmud Torah, où on fait la bar mitzvah, c'est une façon de rentrer dans le judaïsme. Pourquoi ne pas l'ouvrir aux enfants issus de ces mariages mixtes et leur permettre de rentrer dans le judaïsme et de grossir notre communauté qui en a bien besoin. Voilà. Alors voilà, il y a une revendication, un plaidoyer. Je crois qu'il y a des Talmud Torah dans les communautés libérales qui sont ouvertes aux gens dont vous dites. Je les ai vus s'agiter par là-bas, donc je le dis pour eux. Et voilà, allez-y. Alors, on va laisser le grand rabbin répondre à cette proposition, qui est presque une injonction. Mais moi, j'ai envie de compléter à la remarque d'Alexandre Arcadi en lui disant amenez-les au musée. C'est un lieu formidable de transmission et de transmission sur beaucoup de plans. Il y a des ateliers, des visites, énormément de manifestations à l'auditorium, des conférences, des concerts, des projections. Enfin, c'est un lieu de vie. Hein. Il a jamais eu autant d'adhérents, hein, d'amis. Et ça, c'est un signe quand même extrêmement positif et optimiste. Hein. Le nombre d'amis du musée a doublé depuis 4 ans. Et moi, j'ai envie de conclure en vous disant adhérez au musée. Alors chacun vous a voilà. Donc chacun vous a rappelé que justement il avait sa manière à lui, c'est ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, sa manière à lui de transmettre le judaïsme. Donc la question de la transmission et aussi justement avec cette question des enfants et des petits-enfants et de leur devenir, je crois que c'est ce qui est le plus à cœur et peut-être ce qui résumerait le mieux cette question de l'identité juive, c'est la question de la transmission, de la continuité du peuple juif de ces différentes manières qu'elles puissent être, mais en tout cas cette question de la transmission. Et puis on le sait bien, Ivry, ça veut dire passeur, donc j'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand Alexandre Arcadi parlait du film pour Sacha et qu'il a dit le premier vendredi, ok, ils ne viennent pas maintenant puisqu'ils sont venus avant, est-ce qu'ils ont fait leur boulot, est-ce qu'ils ont transmis eux-mêmes, c'est-à-dire les juifs, la communauté juive, donc il y a un rôle aussi qui est entendu par chacun, est-ce qu'ils ont transmis et est-ce qu'ils vont faire en sorte que les autres vont venir aussi. Donc chacun a un rôle, quelque chose à jouer, bien entendu. Il y a cette question aussi du lien avec Israël qui a été évoquée, la centralité. Alors cette idée d'avoir, comme disait José Eisenberg, cette double culture qui fait qu'on peut être à la fois relié à Jérusalem et penser que c'est la capitale du peuple juif, et à la fois dire concernant la France, écoute-moi bien, je vais rester. Donc je pense que tout ça, nous avons évoqué très rapidement, bien sûr, tous ces points. J'ai lu, alors il y a 2 choses, puisqu'on s'est beaucoup posé la question de la transmission, donc pour les juifs, la continuité du peuple juif, mais aussi est-ce que ça parle aux non-juifs. Comme j'avais ouvert avec José Eisenberg, j'ai lu un petit post suite donc à sa disparition, et qui dit à cause de lui, j'étais toujours en retard pour aller à la messe.
Mais quel bonheur que d'enseignement, et toujours avec bienveillance et modestie. J'ai beaucoup appris de lui et il m'a donné le virus de l'étude biblique. Vraiment, je lui dois beaucoup. J'ai trouvé que c'était plein d'humour. Et puis pour conclure, parce que quand même on parle de transmission d'identité juive, alors je voudrais conclure en vous racontant un petit midrash qui me paraît tout à fait dans l'ambiance de ce que nous avons fait. C'est un rabbi qui vient à mourir et son fils, qui est donc un grand Talmid Chacham, lui succède. Et tout le monde est assez content, on s'attendait à cette succession, mais voilà que le fils ne fait pas tout à fait comme le père. Donc l'Assemblée des sages, qui constitue cette communauté, supporte un petit peu, et puis au bout d'un moment, vraiment, ils disent non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ils vont voir le fils, et puis ils lui disent, écoute, Kvod Harav, je pense que comme nous, tu avais beaucoup de respect pour ton père. Ah, bien sûr, mon père, que son souvenir soit béni. Et certainement, tu pensais que son enseignement avait une grande valeur. Bien entendu, c'est lui qui m'a formé. Mais alors donc, nous avons une question. Écoute, pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme ton père ? Et alors ce Talmid Chacham, devenu Rav, leur répond, écoutez, je fais exactement comme mon père. Il n'imitait personne, et moi non plus. Voilà. Et je remercie tous nos intervenants qui nous ont fait passer un très très bon moment, très intéressant, de belles leçons ce matin. Merci beaucoup.